Ce premier cours expose des généralités sur la notion de système, leur performance et la nécessité pour les étudier de s'appuyer sur une représentation mathématique, le modèle. On y aborde le contenu du cours d'automatique de première et un aperçu de ce qui sera fait en deuxième année, des généralités sur la notion de système. Dans un deuxième temps, on propose des méthodes pour conduire une analyse des systèmes et on décrit les performances attendues pour ces mêmes systèmes. Enfin, on conclut sur la nécessité de substituer au système un modèle. En sciences de l'ingénieur, l'automatique étudie les systèmes dynamiques, c'est-à-dire des systèmes dont le comportement est susceptible d'évoluer au cours du temps. C'est le cas d'un avion en vol lorsqu'on modifie la position de la commande des gaz. L'analyse des systèmes consiste alors, à partir d'essais expérimentaux, à décrire ce comportement au travers de l'analyse de signaux observés sur le système. De cette analyse, on déduit des performances définies par des indicateurs et ou par des critères. Pratiquement, comme on ne dispose pas toujours d'un avion ou d'un satellite, on en établit une représentation mathématique appelée modèle. L'analyse du modèle, en lieu et place de celle du système, permet d'explorer le comportement de ce dernier, sans l'avoir pour autant expérimenté. Ainsi, on pourra avec un modèle analyser le comportement d'un avion sur un point de vol encore non exploré. Les modèles sont décrits dans des formalismes adaptés, qui révèlent les propriétés du système qu'on souhaite étudier, fonction de transfert et représentation d'état. In fine, ces analyses visent à élaborer des stratégies de contrôle visant à améliorer les performances. On dit qu'on fait de la commande des systèmes. Les vidéos qui suivent montrent l'intérêt de la commande des systèmes. Sur la première, un avion qui, en réponse à une action d'amplitude restreinte sur la commande des ailerons, tend à osciller très vivement autour de ses axes de roulis et de lacets. C'est inconfortable pour le pilote et les passagers. Ce pourrait être dangereux en cas d'une phase de ravitaillement en vol et peu efficace s'il fallait ajuster le tir pour une mission d'attaque au sol. Sur la seconde vidéo, en réponse à une action de très faible amplitude sur la commande des ailerons, vous observez que l'appareil tend à devenir instable et le pilote doit rapidement apporter une correction. Pratiquement, ce phénomène est dangereux, car il provoque des efforts importants sur la structure de la dérive. Sur la dernière vidéo, les axes de roulis et de lacets sont contrôlés, et bien que la perturbation appliquée par le pilote soit de grande amplitude, l'appareil revient rapidement et sans oscillation dans sa position d'équilibre. Le système qui réalise ce contrôle s'appelle un yaw damper, un amortisseur de lacet. Nous l'étudierons en deuxième année. L'automatique ne se résume pas seulement à la modélisation, à l'analyse et au contrôle des systèmes. En deuxième année, nous étudierons les observateurs ou capteurs logiciels, des systèmes implémentés sous forme d'algorithmes sur calculateur qui, sous réserve que certaines propriétés des systèmes soient vérifiées, permettent d'estimer des grandeurs physiques ou des paramètres du système que l'on ne sait pas ou que l'on ne souhaite pas mesurer, par exemple pour des raisons de coût ou des contraintes de masse et d'encombrement. La première vidéo montre un estimateur d'attitude. Pratiquement sur ce système, on mesure les vitesses angulaires et les accélérations. Il est toutefois possible, par le calcul, d'estimer les angles d'assiette et de gîte, ce que l'on fait classiquement avec un gyroscope de verticale. L'automatique, ce sont aussi des méthodes de traitement du signal qui permettent d'identifier les paramètres du modèle d'un système. Par exemple, les coefficients d'une fonction de transfert, et cela à partir de données expérimentales opérées sur le système. Sur la seconde vidéo, on cherche à identifier la masse d'un chariot à partir d'essais de roulage. Le paramètre estimé, qui est la masse, l'est avec incertitude et est décrit de façon probabiliste par une loi normale. Notez que dans certains cas, les problèmes d'estimation et d'identification relèvent de méthodes très proches. Enfin, l'automatique, ce sont des méthodes dites de diagnostic et de commande tolérantes aux défauts, telles qu'illustrées sur la troisième vidéo. Elles visent à détecter sur un système l'apparition d'une panne
et à identifier l'organe défaillant, ici un moteur. Une entité, appelée superviseur, commute alors sur des lois de commande adaptées, et cela en vue de préserver l'intégrité du système, voire de poursuivre sa mission. Un système est une entité physique ou virtuelle, par exemple un avion ou les marchés financiers. Il est constitué de différents éléments qui interagissent entre eux au travers de relations de cause à effet, dites de causalité. Par exemple, pour l'avion, le pilote agit sur les commandes de vol, qui elles-mêmes modifient la trajectoire de la cellule. C'est beaucoup plus opaque, bien sûr, pour les marchés financiers. On agit sur le système au travers de commandes. Sur un système physique, ce sont généralement des actionneurs. Une action sur ces commandes modifie le comportement du système, ce que l'on observe au moyen de capteurs sur des signaux appelés réponses ou sorties du système. Il existe aussi des entrées non contrôlées qui sont appelées perturbations et qui affectent les sorties. Par exemple, des rafales de vent sur un aéronef. Enfin, il existe des grandeurs physiques qui caractérisent le système et qu'on ne peut, ne veut ou ne sait pas mesurer. Leur évolution est inconnue pour l'opérateur. Ce sont les variables internes du système. On les oppose aux variables externes, que sont les commandes et les sorties, auxquelles l'opérateur a accès. L'avion est un exemple de système qui possède des entrées de commande. La commande des gaz, la profondeur, les ailerons, la commande de direction, lesquelles permettent de contrôler la pente, la vitesse, l'angle de gîte, l'angle de dérapage. On mesure certaines de ces variables avec un pitot, un gyroscope et un capteur de pression différentielle. Les rafales de vent affectent les grandeurs mesurées. Notez que la pente n'est pas directement mesurée et réalise une variable interne. Pour analyser un système, on applique à ces entrées de commande des signaux visant à le solliciter. Ce faisant, ces sorties évoluent au cours du temps et leur analyse permet d'établir les propriétés du système. Parmi les signaux les plus couramment employés, on distingue 3 signaux pour l'analyse temporelle, un pour l'analyse fréquentielle, soit pour l'analyse temporelle, l'impulsion de Dirac, dont la réponse afférente est la réponse impulsionnelle. Ce signal admet pour transformer de Fourier une constante, ce qui signifie qu'il contient toutes les fréquences. Ainsi, il permet d'explorer le système sur tout le spectre. Pratiquement, l'analyse des modes propres d'une structure s'opère avec un marteau muni de capteurs piezo qui permettent de mesurer l'amplitude de l'effort appliqué. La réponse impulsionnelle est mesurée avec des accéléromètres ou des jauges de contrainte montées sur la structure étudiée. Il n'est pas possible de réaliser une impulsion de Dirac, mais le signal s'en approchant doit avoir une amplitude suffisante pour pouvoir exciter le système. L'échelon diviside, dont la réponse afférente est appelée réponse indicielle. Ce signal admet un front abrupt et par conséquent possède également un spectre riche en harmoniques. De même, il présente une composante continue, ce qui permet d'étudier le comportement statique du système. Pratiquement, ce signal est facile à réaliser et est utilisé pour les essais en vol, par exemple pour analyser la réponse en vitesse consécutive à un braquage de la gouverne de profondeur. La rampe, dont la réponse est appelée réponse en vitesse. Comme elle varie moins vite que l'échelon, son spectre comporte peu d'harmoniques de rang élevé. Elle est donc utilisée pour analyser le comportement des systèmes en régime quasi-statique. Enfin, le signal harmonique, qui contrairement aux signaux précédents, est employé pour l'analyse fréquentielle. On opère à un balayage en fréquence, généralement à amplitude constante et à phase à l'origine nulle, et on relève l'amplitude et la phase de la réponse. En fin de compte, cet essai réalise dans la durée ce que l'impulsion de Dirac permet idéalement en un temps infiniment bref. Pratiquement, ce type de signal est également utilisé pour caractériser le comportement dynamique des structures, et en particulier de ses modes propres. Vous l'avez également probablement mis en œuvre en classe préparatoire pour étudier le comportement des circuits électriques linéaires. Le système étant initialement dans un état d'équilibre, ce qui signifie que ses sorties ne varient pas, en réponse à l'un des signaux type précédent, la sortie évolue. C'est le régime transitoire. Puis, elle finit par atteindre un nouvel état d'équilibre ou un régime oscillant périodique. C'est le régime permanent.
Cette diapositive illustre les régimes transitoires et permanents dans différents cas. Pour la première illustration, en réponse à un échelon, la sortie présente un régime transitoire oscillant qui se stabilise en régime permanent et réalise un nouvel équilibre. Sur la vidéo, on observe le mode fugoïde d'un avion. On l'atteint en appliquant au manche ou à la commande des gaz un échelon de commande et on observe en réponse la pente ou la vitesse de l'appareil. Pour la seconde illustration, en réponse à une entrée harmonique, la sortie présente un régime transitoire harmonique dont l'amplitude varie et finit par atteindre un régime permanent, également caractérisé par un régime harmonique régulier. Enfin, pour la troisième illustration, la sortie présente un régime harmonique en réponse à une entrée constante. La vidéo correspondante montre qu'en réponse à l'application d'un champ magnétique constant, le rotor entre en rotation et la sortie, qui est sa position angulaire, adopte un régime permanent harmonique. Il s'agit désormais d'établir les performances des systèmes lorsqu'ils sont soumis aux entrées types. La plus importante d'entre elles est la stabilité. Pour s'en convaincre, la vidéo montre les conséquences d'un comportement instable observé lors des premiers essais du F-22. Si l'on considère les sorties observées ou mesurées seules, les sorties étant initialement dans un état d'équilibre, alors, en réponse à une entrée de commande bornée en amplitude et en durée, le système est qualifié d'entrée bornée-sortie bornée stable ou EBSB stable si les sorties reviennent à l'équilibre ou restent dans un voisinage de l'équilibre. Il est qualifié d'EBSB instable dans le cas contraire. Si l'on considère non seulement les sorties mais aussi les variables internes, celles qu'on ne sait pas, ne veut pas ou ne peut pas mesurer, si sous l'effet de conditions initiales, on écarte le système de son équilibre et que les sorties et les variables internes reviennent à l'équilibre, alors le système est qualifié d'asymptotiquement stable. Il est dit juste stable si certaines sorties ou variables internes restent dans le voisinage de l'équilibre, les autres y revenant. Enfin, il est qualifié d'instable si l'une des sorties ou des variables internes au moins s'éloigne de leur valeur d'équilibre. Pour qualifier le comportement du système en régime transitoire, appelé aussi comportement dynamique, et cela en réponse à un échelon, on observe si le transitoire de la réponse présente ou non des oscillations. Si ce n'est pas le cas, la réponse est qualifiée d'amortie. Sinon, en fonction de l'amplitude des dites oscillations, la réponse sera qualifiée de plus ou moins mal amortie. Pour qualifier l'amortissement, on utilise un indicateur, l'amplitude relative du premier dépassement, notée D1%, et exprimée en pourcentage de la variation de la valeur atteinte en régime permanent. Attention, il faut raisonner sur les variations d'amplitude des signaux. Ainsi, sur l'exemple, entre l'instant initial et l'instant final, la réponse varie de 0,25 et la variation maximale observée de la sortie vaut, au premier dépassement, 0,36. On en déduit le déplacement relatif en pourcent qui vaut 0,36 moins 0,25, soit 0,11, divisé par 0,25, ce qui conduit à un dépassement relatif en pourcent de 44%. En pratique, on considère qu'au-delà de 20%, la réponse est mal amortie. Notez que pour certains systèmes, on ne peut tolérer de dépassement. C'est par exemple le cas pour les problèmes de rendez-vous spatiaux entre un module de ravitaillement et la station spatiale. La rapidité d'un système est en fait celle de son régime transitoire, en réponse à un échelon. Cette notion dépend bien évidemment du système étudié. On ne peut pas comparer les rapidités à engager une manœuvre en roulis d'un Mirage 2000 et celle d'un A380. Pour quantifier la rapidité, on relève l'amplitude de la variation de la réponse indicielle entre les instants initial et l'instant final, et on construit un intervalle égal à plus ou moins 5% de cette variation. On le porte ensuite, cet intervalle, autour de la valeur du signal en régime permanent. Cet intervalle est appelé tunnel des 5%. Ainsi, l'instant auquel la réponse entre dans le tunnel des 5% et n'en sort plus est appelé temps de réponse à 5%.
Notez que sur le logiciel MATLAB, l'intervalle est choisi égal à 2%. Les propriétés précédentes concernent le régime transitoire. La précision est quant à elle généralement étudiée en régime permanent. Pratiquement, on agit sur les commandes d'un système pour que les sorties maintiennent ou atteignent une valeur désirée. Si les sorties réalisent les valeurs désirées, le système est qualifié de précis. Si sous l'effet de la perturbation ou du fait de limitations propres au système, les sorties réalisées diffèrent de celles désirées, le système ne l'est pas. Attention, dans un cours ultérieur, nous désignerons souvent par consigne ou référence la valeur désirée pour le signal de sortie. Il ne faut pas confondre la consigne avec la commande, qui, elle, concerne un actionneur. Par exemple, la position d'une gouverne est une commande, l'assiette désirée pour un aplaneur est une consigne. Il est souvent compliqué et coûteux de conduire des essais sur un système réel, d'autant que pour un aéronef, il faut les mener sur différents points de vol. Pratiquement, on travaillera sur un modèle sur lequel seront évalués la stabilité, l'amortissement et la rapidité de la réponse, ainsi que la précision. La démarche du cours se confond avec celle suivie pour étudier un système. On commence par formuler des hypothèses pour restreindre le périmètre de l'étude. Par exemple, on étudiera la dynamique d'un avion à une vitesse et une altitude données, autour de l'axe de tangage seul. On en établit alors un modèle mathématique sous forme de fonction de transfert ou de représentation d'état, un concept qui sera abordé dans ce cours. Là encore, des hypothèses seront formulées sur le modèle pour en donner une forme simple et exploitable. On analyse le système au sens des performances décrites et on les évalue à l'aune d'une norme ou d'un cahier des charges. Par exemple, pour les avions de chasse, la norme 1087-85C pour l'US Air Force. On synthétise alors des lois de commande qui permettent au système d'atteindre les dites performances ou de respecter la norme. Et on les valide sur un modèle le plus fidèle possible au système avant de les implémenter sur le système réel.